Oui, la bataille pour la terre en Ukraine constitue la dernière expression en date du processus dans lequel géopolitique et économie du blé se superposent. Et pour donner un exemple d'ailleurs de cela, eh bien hier, un missile russe a frappé en mer Noire un cargo transportant du blé à destination de l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé le président Volodymyr Zelensky, appelant la communauté internationale à dénoncer une attaque de Moscou sur une cargaison alimentaire. Bonjour. Alessandro Stanziani, Bonjour. vous êtes historien et vous publiez une somme, Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique, un livre paru aux éditions de la Découverte. Dans votre ouvrage, vous développez notamment à propos de la concurrence entre les puissances autour du blé. Aujourd'hui, si vous deviez nous faire une cartographie des puissances productrices de blé, que diriez-vous? Alors, je dirais que la Russie, cumulée à l'Ukraine, donne environ 30% des exportations mondiales de blé. L'intérêt des Russes pour l'Ukraine est donc multiple. Il y a des enjeux géopolitiques, c'est l'entrée en Méditerranée, ça c'est depuis le XVIIIe siècle, via la mer Noire. Il y a des enjeux de reconstitution de l'Empire soviétique, et ça Poutine l'a mis en œuvre depuis la fin des années 90. Il y a des enjeux économiques. Dans les enjeux économiques, on met très souvent l'accent sur le gaz, qui est important, et on oublie souvent l'importance du blé. Pourquoi il est important? Parce que, tout simplement, à l'échelle mondiale, le blé joue encore un rôle central partout sur la planète. La Russie a essayé d'entrer dans les marchés auparavant contrôlés par l'Ukraine. Et il s'agit de marchés importants. Ce n'est pas juste l'Europe, c'est le Proche-Orient, c'est l'Afrique et c'est l'Asie. Les connexions que la Russie établit actuellement avec l'Afrique, même en opposition avec les pays occidentaux, portent non seulement sur une coopération militaire, mais centrent sur le blé. Oui, justement, vous dites le blé joue encore un rôle, mais il joue dans certaines régions de plus en plus un Alors, rôle. le rôle est de plus en plus important pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que la population mondiale augmente, la production de blé augmente encore plus. Donc, la première raison, mais à écarter, c'est l'expansion démographique. Ce n'est pas correct de dire que le blé est important parce qu'il y a trop de population en Afrique. Au contraire, la hausse de la production, et ça depuis la révolution industrielle Mhm. et encore plus de nos jours, dépasse nettement la hausse de la population. C'est un problème de gaspillage et c'est un problème de distribution. L'accès au blé pour des populations du Sud. Ça veut dire que la productivité des champs a beaucoup augmenté, ou alors il y a plus de champs mis en culture Alors, la productivité n'a pas cessé d'augmenter depuis le XVIIIe siècle. Elle a augmenté notamment au cours du XXe siècle avec plusieurs innovations. La production a augmenté, agricole a augmenté de 400 fois et la population a de augmenté de 400 fois. 14 fois. Elle a été multipliée par 400, le PIB agricole. Donc, réel. La population a augmenté de 14 fois. Donc, on n'a pas à discuter sur la hausse de la production. Le problème est que beaucoup de cette production est détruite et encore plus importante, cette production, Détruite, elle est c'est-à-dire. détruite alors quand les prix ont tendance à baisser. Dans les pays du Nord en particulier, on a tendance à détruire les excédents et à compenser les agriculteurs, comme vous le savez. Après, il y a une perte du gaspillage. Dans les pays du Nord, c'est un aval, c'est lors de la consommation. Dans les pays du Sud, c'est lors du passage du producteur à la distribution. Mais ce gaspillage également s'accompagne d'un problème de distribution, c'est-à-dire on contrôle la production de blé. Pourquoi? Parce que des prix qui changent et des prix qui montent et qui descendent permettent des profits assez importants. Actuellement, on a des transactions virtuelles de produits de blé. Dans les bourses de commerce, on échange des promesses de production. C'est des produits qui n'existent pas. 98% des échanges mondiaux en blé et en céréales sont virtuels. On n'échange que 2% de la production. Donc, c'est un processus purement C'est spéculatif. assez vertigineux. Mais justement, lorsqu'on observe l'évolution donc des marchés du blé, ce que vous faites, Alexandro Stanziani, dans votre livre Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique paru Mm. à la découverte, le blé voit sa consommation, ses usages Mm. augmenter dans certains lieux où jadis il était, sinon inconnu, du moins moins consommé. Absolument. C'était une des tendances récentes, essayer de la part des pays producteurs de blé de
imposer ou d'encourager la consommation de blé en Afrique au lieu du manioc, en Asie à la place du riz. C'est lié par exemple à la pâtisserie, c'est lié à d'autres usages. Or, cette expansion de la consommation de blé permet précisément d'imposer des productions contrôlées par certains pays plutôt que d'autres, d'où l'intérêt crucial de la Russie à être un acteur majeur à l'échelle mondiale dans le commerce du blé. Alors, on voit que c'est essentiel. Est-ce que c'est une bonne idée du point de vue donc des rations caloriques? Est-ce que le blé est une manière de nourrir les populations plus efficace, plus productive que le riz, que d'autres aliments? Alors, le blé, à l'origine, était moins nourrissant que le riz et que d'autres céréales. Surtout, le blé récemment produit, c'est un blé produit en laboratoire. On a eu d'abord des hybrides, après on a eu des OGM. Et le blé a actuellement des capacités nutritionnelles nettement moindres par rapport au blé d'avant. Donc, ce ne sont pas les qualités nutritionnelles du blé qui font son succès, c'est plutôt le contrôle des marchés. Bon, mais il y a aussi, par exemple, pour le riz, il y a un certain nombre de manœuvres qui sont extrêmement consommatrices en main-d'œuvre pour faire pousser le riz. Peut-être que le blé est plus facile à faire pousser. Non, pas du tout. Alors, le blé, comme le riz, a été fondé sur un usage très intensif du travail. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à souligner. La mécanisation dans l'agriculture est quelque chose d'assez récent. Ça remonte au XXe siècle avancé. Le riz est relativement plus intensif en travail, ça c'est vrai, mais le blé permet d'occuper également beaucoup de bras. Le problème du blé, c'est qu'il avait besoin dans le passé de beaucoup d'élevage, donc il avait une concurrence homme-animal qui occupe les terres. Par la suite, avec les fertilisants chimiques, on a réussi à écarter cette concurrence, mais à un prix très important. On épuise la terre avec la chimie. Donc on dégrade le sol en utilisant la chimie. Et la chimie, les fertilisants chimiques, tels qu'ils se sont imposés au XXe siècle, vont avec un autre processus, c'est lui précisément du monopole de la production des semences. L'invention des semences en laboratoire hybrides depuis les années 30, OGM à partir des années 80, vise précisément à assurer le monopole à quelques grandes compagnies de la production de semences, ce qui permet de contrôler tout le processus céréalier. Vous êtes en train de me dire que c'est une mauvaise idée de consommer autant de blé? Non, ce que je suis en train de dire est que ça dépend du type de blé. C'est un blé qui nourrit très peu, qui provoque des Bah, allergies. j'imagine que la plupart des semences de blé dans le monde sont de ce type. Sont de ce type artificiel. Donc la question est plutôt comment revenir à un blé différent, qui soit moins allergène, mais surtout, de mon point de vue, qui permette aux différents producteurs mondiaux, y compris et surtout les petits producteurs, de s'en sortir. Actuellement, ils sont tous prisonniers des grands producteurs, des grands sémenciers qui contrôlent la production de semences et qui produisent par ailleurs aussi des fertilisants. Les solutions existent et sont possibles. Il y a des coopératives, il y a surtout la grande internationale paysanne qui, elle, essaie de proposer des semences locales adaptées aux exigences locales. Le problème est comment faire reconnaître les semences patrimoine de l'humanité. Vous dites, Alessandro Stanziani, dans votre livre Les guerres du blé, que les printemps arabes ont été un tournant. Le printemps arabe ont été un tournant, selon ma perspective, parce qu'il faut relier deux aspects, les inégalités sociales et les problèmes environnementaux avec la géopolitique. Le printemps arabe a été avant tout une réponse à la cherté des denrées alimentaires au Proche-Orient. C'était un phénomène global, 2008-2011, des spéculations majeures sur les marchés des céréales, avec des protestations, des émeutes contre la vie chère à Bamako, au Proche-Orient, en Amérique latine. Mais ça, c'était encore une fois lié non pas à un problème de production, mais à un problème de spéculation. Après, on a eu effectivement, le printemps arabe s'est transformé en une résistance majeure sur le plan politique aussi. Mais ça veut dire qu'il y aurait d'autres solutions. Il y a des pays qui sont très importateurs de denrées, notamment de blé, l'Égypte, l'Algérie, par exemple, si on s'en tient donc à cette zone du monde. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions pour ces pays, Alessandro Stanziani? Alors, les solutions consistent actuellement, à mon avis, à essayer d'abord de régler deux choses. Les bourses de commerce et les spéculations internationales sur lesquelles ces pays ne peuvent pas s'en sortir, la production de semences, et à partir de là, il y aurait une production non seulement
écologiquement plus approprié, mais socialement plus juste. Mais ça veut dire que, par exemple, je vais vous poser une question Oui. naïve, en Égypte, on aurait la possibilité, dans la plaine du Nil, par exemple, de faire pousser des céréales peut-être autres que le blé? Alors, la production d'autres céréales est tout à fait possible, il faut seulement laisser les possibilités aux producteurs locaux de le faire. Merci beaucoup, c'est un sujet passionnant avec un livre qui vient de paraître, Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique. C'est aux éditions de la Découverte. Merci Alexandro Stanziani.